bonsoir, ravi de vous retrouver dans votre mag sport à la une. Début de compétition, les juniors évitent le pire en obtenant le nul devant le Soudan. Les Lionceaux ont joué à 10 pendant près de 75 minutes. Ils ont couru derrière le score pendant presque aussi longtemps et arraché le point du nul dans les ultimes minutes de jeu. Football toujours, Génération Foot, les académiciens reprennent leur marche en avant à l'occasion de la 12e journée de Ligue 1. L'équipe d'Olivier Perrin s'est largement imposée devant l'AS Douanes 4-1. Match décevant par contre entre NGB et l'US Gorée, deux équipes qui pensent encore les cicatrices d'une élimination précoce en Afrique. En basket, Porfirio Fissac sera à la tête des Lions de l'Afrobasket masculin. L'Afrobasket masculin. Mais pour cela, les Lions devront déjà assurer la qualification. Cela passe par ce tournoi prévu au mois de mars entre Dakar et Bamako, le tournoi de la zone 2, une équipe nationale déjà en préparation depuis quelques semaines. Une large page consacrée au ballon orange avec notre invité Maguette Diop, directeur technique national. Arts martiaux, portrait ce soir de Maître Cher Sadibou Ndiaye, 4e dan de judo, directeur du stade Eliman El Fall de Diourbel, stade qui a accueilli ce week-end les championnats nationaux, cadets et juniors de judo. Buzz du web, Classico, OM, PSG, la prolongation évidemment sur les réseaux sociaux entre Olympiens et Parisiens. Nous retrouvons également Madio Père pour notre chronique hippisme. Voilà pour le sommaire, merci de votre fidélité, bienvenue à tous. Connecté wu leen si seen émission yi leen gën a neex ak base internet Orange. Voilà, merci à notre partenaire Orange. Alors, en revenant dans cette salle, dans ce studio, on va dire, Malal Junior Diagne, avec vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est passé bien. Bonsoir. Bonsoir Mampatou, bonsoir Radiao, bienvenue au directeur technique national. Bonsoir à tous, merci de l'accueil. Ouais, on t'en prie. Alors, cher, bonsoir. Bonsoir, madame, bonsoir à tout le monde. Voilà, bonsoir Maguette. Bonsoir Mampatou, bonsoir Malal, bonsoir Cher. Voilà, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Nous aurons l'occasion bien sûr de nous entretenir de l'actualité du basket, comme on l'a dit, assez large, beaucoup de choses en perspective. Mais auparavant, permettez-nous de dérouler également l'actualité du football avec cette équipe nationale du junior attendue cet après-midi qui faisait son entrée en lice dans la CAN junior. Malheureusement, les choses ne se sont pas forcément passées comme on le souhaitait, puisque le Sénégal a obtenu le point du nul, mais dans la difficulté, il faut le reconnaître, les Lionceaux, Cheikh Tidiane et Malal, qui ont dû faire sans leur capitaine, Mamadou Diarra, expulsé dès la 15e minute en tant que dernier défenseur. On va dire il y a un petit litige puisqu'il était sur la même position que l'un des autres Sénégalais, mais l'arbitre égyptien en a décidé autrement. Mamadou Diarra qui quitte donc les siens dès la 15e minute, ce que vous découvrez sur les images, sans beaucoup de protestations. Et puis à la 20e, on verra également là le Sénégal qui encaisse là également un penalty plutôt contesté et contestable, puisque l'action s'est entamée à l'entrée de la surface de la réparation. Donc le Sénégal menait pendant presque 80 minutes, qui joue à 10 et qui égalise donc à la 84e minute grâce à Ibrahima Niane. Nous allons découvrir les images, mais sur cette rencontre quand même, cher Tidiane, on a eu chaud. On a eu chaud. Une rencontre bizarre, puisque le Sénégal qui se crée une grosse occasion dès la première minute avec Ibrahima Niane sur un corner. Après, les deux équipes ont joué sur un faux rythme. Le Sénégal qui, sur une erreur défensive, se retrouve sanctionné avec ce carton rouge. Bon, on dit que quand même, c'est vrai que c'est à l'appréciation de l'arbitre, mais quand même, le règlement a changé. Dernier défenseur, carton rouge, ce n'est plus automatique. Bon, je me dis que sur ce coup-là, même le fait que Diarra soit dernier défenseur, c'est même à démontrer, puisqu'il y avait Ba également qui couvrait, qui revenait. Bon, mais l'arbitre en a décidé ainsi. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est surtout comment siffler un penalty aussi imaginaire après avoir sorti le joueur sénégalais à la 15e minute et seul l'arbitre égyptien peut nous répondre. Et puis, moi, je me dis que comment est-ce qu'on peut accepter un arbitre égyptien qui est pratiquement dans la même zone géographique que cette équipe du Soudan. Il parle la même langue. Et franchement,
je comprends, je sais pas, l'attitude des Lionceaux en première période parce que carrément ils ont été douchés par cet arbitrage et je pense que c'est au retour des vestiaires qu'ils ont été boostés par l'encadrement technique. Ils ont joué en oubliant l'arbitre et à 10, ils ont montré carrément qu'ils étaient au-dessus de cette équipe soudanaise. Si on jouait vraiment à 11 contre 11, je pense que le Sénégal allait facilement gagner ce match. Même à 10, on aurait pu le gagner avec ce poteau d'Ibrahima Ndiaye. Le Sénégal donc a fait preuve de caractère, mais il faut reconnaître aussi que sur l'entame de match, Malal, le Sénégal a balbutié un peu, notamment sur le plan défensif. Et c'est ce qui a d'ailleurs provoqué cette erreur qui est à l'origine de cette expulsion. Bah oui, sans doute tenaillé par l'enjeu, les Lionceaux n'ont pas eu un peu les reins assez solides pour bien démarrer cette compétition. Mais le plus important, c'est qu'ils aient réussi à se ressaisir en deuxième période, puisqu'en première période, on a vu qu'il y avait l'arbitrage, il y avait le carton rouge, les buts encaissés, avec la sortie également d'Aliou Badji suite à un contact. Donc l'équipe était à 80% désorganisée sur le plan mental et sur le plan du jeu. Donc en seconde période, Koto a dû parler à ses enfants pour leur demander d'oublier l'arbitre, de se concentrer sur l'essentiel et de jouer sur leurs vraies valeurs. Et la force physique des Sénégalais a également beaucoup pesé en seconde période. On a vu que les Soudanais, plus on avançait, les Soudanais fondaient comme du beurre au soleil. Et ça a permis. Et pourtant, ils ont l'habitude de vivre sous la chaleur. Hein. Oui, mais quand on parle de force physique, les Sénégalais étaient plus grands, plus costauds et plus près physiquement. Il ne faudrait pas oublier que cette équipe du Sénégal, elle joue ensemble depuis presque 2 mois. Elle a joué des tournois un peu partout. Donc physiquement, c'est des joueurs qui sont au top niveau. Et ça s'est senti en seconde période. Tout à fait. Et Mme Fatou avait souligné quand même, malgré tout cela, il y a eu des erreurs défensifs quand même. Cette équipe, défensivement, on ne l'a jamais senti sereine, cette équipe du Sénégal. Les milieux défensifs n'aidaient pas les défenseurs qui étaient à chaque fois sur le reculoir. Et les Soudanais ont eu quand même un poteau de 2-0. Ils ont eu, dans la foulée, le Sénégal a égalisé. 2 contres en fin de match qui auraient pu tuer ce match. Mais quand même, saluons cette prestation du Sénégal. Et surtout avec... C'était un match qu'il ne fallait pas perdre quand même. Parce que commencer une compétition par une défaite, quand on est favori, ça fait un peu tâche. Et puis, à saluer également la prestation de Crépin Diatta qui a été élu homme du match. Tout à fait élu homme du match. Et dans la foulée, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Crépin Diatta annoncé donc dans une équipe norvégienne, mais cette fois-ci de première division pour un contrat de 4 ans. Donc voilà, ça va plutôt bien pour le milieu de terrain à qui on souhaite bien sûr une bonne continuation dans cette compétition. Ce qui nous permet également de parler, pour donner les infos complets de ce second match où l'Afrique du Sud s'est imposée devant le Cameroun, quand même 3-1. Donc c'est plutôt un bon résultat pour les Sud-Africains qui du coup prennent bien sûr la première place de cette poule B avec 3 points plus 2. Le Sénégal n'a encore rien perdu, qui est deuxième avec 1 point, le même nombre de points que le Soudan. Et bien sûr, bon dernier, cette fois-ci, c'est le Cameroun qui est dans la sauce des Sud-Africains. Et donc, le Cameroun devra se révolter lors de sa seconde rencontre au risque de passer à la trappe. Le Sénégal doit rencontrer l'Afrique du Sud. Jeudi, ce sera un match très, très disputé. Et surtout un match à ne pas perdre. Au pire des cas, il faut sauver le point du nul à défaut de gagner ce match. Comme ça, le Sénégal pourra préserver toutes ses chances de qualification lors du dernier match face au Cameroun. Et quand même, dans cette équipe, il y a de la qualité. Et on espère que vraiment, quand même, qu'on arrivera à faire le deuxième tour. Tout à fait, c'est ce qu'on espère. Alors, rapidement, Vieux, si vous pouvez nous remettre le tableau pour les matchs d'hier également, puisque le groupe A a démarré aussi sa compétition. Comme vous le voyez, la Zambie, qui est le pays hôte, s'est imposé devant la Guinée-Conakry, 1-0. L'Égypte et le Mali ont fait 0-0. Voilà donc pour cette CAN junior. Sans transition, on parle toujours de foot, mais cette fois-ci, on enchaîne avec la Ligue 1 et cette 12e journée qui s'est jouée samedi et dimanche. Génération Foot qui renoue avec la victoire après une reprise ponctuée par une défaite contre le Stade de Mbour le week-end dernier. Les académiciens ont remis les pendules à l'heure en s'imposant sur le score de 4-1 devant l'AS Douane. Et devinez quoi, c'est le remplaçant de Ibrahima Niane parti à la CAN Junior, Amadou Ndiaye, qui a réalisé un triplé, tout simplement. Ouverture du score à la 25e. C'est Chertidiane Sabali qui double le score à la 45e. Et puis Ndiaye qui corse l'addition entre la 70e et la 72e. Ainsi, Génération Foot conforte sa place de leader. Alors, Génération Foot imprenable à Denis Biranda.
Mais c'est important, c'est important d'avoir un terrain sur lequel les joueurs s'entraînent tous les jours. Ils ont leur marque, ils ont leur repère et ils ont de quoi surprendre les équipes visiteuses. Et quand on veut gagner un championnat, quand on veut aller loin dans un championnat, il faut être intraitable à domicile et aller négocier les rencontres à l'extérieur. Et c'est ce que Génération est en train de faire cette année. Là-bas, ils mettent des buts, ils gagnent des matchs et quand ils sortent, ils essaient d'avoir la victoire ou un point. Et c'est important de voir un promu avec des installations, des joueurs de qualité, une organisation parfaite derrière. Ça fait plaisir de les voir en tête du classement. Et puis les joueurs qui se remplacent, ben voilà. Ibrahima est parti, on découvre un autre monsieur Amadou, donc ça veut dire que les joueurs sont interchangeables et il y a du talent. Et ce Amadou-là, c'était même pas le remplaçant direct d'Ibrahima Niane, c'était plutôt le troisième. Il paraît qu'il vient d'avoir même 17 ans. C'est un tout jeune joueur et quand même avec les qualités qu'il a montrées, quand même. On est en droit de penser qu'Olivier Perrin va bien en profiter avec Ibrahima Niane pour essayer de faire un coup dans ce championnat du Sénégal. Et puis Mamfatou, il faut dire qu'aussi le fait que cette équipe joue sur du gazon naturel, ça aide beaucoup, puisque avec les adversaires, ce n'est pas le cas. Ils s'entraînent sur du gazon synthétique, ils jouent sur du synthétique. Quand ils se déplacent sur du naturel, forcément les repères ne sont pas là et Génération Foot en profite vraiment. Très bien. Alors, sans transition, encore une fois, moins attrayant, plus décevant, le match attendu entre Gorée et Niary Tally. Ben oui, les clubs africains de cette Ligue 1 sénégalaise ont produit un spectacle qui n'était pas digne d'une équipe africaine. Après leur élimination, elles ont cherché toutes les deux à se remettre en selle, mais malheureusement, le spectacle produit était d'une qualité peu saluée par les nombreux spectateurs qui étaient au stade de Demba Diop. Ils ont fait un match nul blanc, donc Niary Tally et l'équipe de l'US Gorée qui cherche toujours à se relancer. Mamadou Ndiaye et Youssou Diatta étaient au stade Demba Diop. C'était le choc attendu de la 12e journée du championnat Ligue 1 ce week-end, mais la montagne a accouché d'une souris. Les deux équipes éliminées en compétitions africaines ont livré un match nul, à l'image de leur échec en Afrique. Pourtant, NGB avait comme ambition de stopper l'hémorragie après l'élimination en Coupe CAF. Les Galactiques ont enregistré cette semaine la démission du coach Demba Mbaye, qui ne sera resté que 5 mois à la tête des Galactiques. Une décision interprétée diversement par les supporters. Pour les uns, c'est un coup dur pour Niary Tally. Non, daf ñu togn paré gu ñu sunu envie da ko dag dafa dag sunu envie ñun ñi ngi liggéey paré gu ñu muy wax ay waxi démissionné dañ ko méré man bok dama ko méré man billahi sa dañoo bett de ko ci dañoo bett trop du caaxaan. Pour les autres, Demba Mbaye s'est assumé en rendant le tablier suite à son échec. lu logique la quoi parce que moom nee na dafa ñëw am fu mu fekk équipe bi am fu mu bëgg a yóbbu équipe bi far li mu yaakaaroon essuyer mujjul sotti moom mu gis ni dafa war a arrêter mais noonu la xam nga loolu lu naay sa quoi. am naa choix am la quoi man dama gis ne xam naa daa am leneen lu mu gis quoi man loolu laa gis quoi. Désormais, c'est Landry Lopi qui reprend les rênes des Galactiques. Il espère continuer sur le banc pour le reste de la saison. Comme tout un chacun, je suis ambitieux. Je veux être l'entraîneur titulaire de cette équipe. Mais les décisions ne viennent pas de moi. Il y a le président qui est là. Bon, peut-être avant son arrivée, si les résultats parlent à ma faveur, peut-être il pourra me donner cette équipe. Sa rivale du jour, l'US Gorée, garde toujours son coach après l'élimination par le Orea, battu 2-1 après un match nul à Dakar en Ligue des champions africaine. Justement, on avait la qualification en poste, mais il paraît qu'il y a eu beaucoup de problèmes d'arbitrage. Bon, et ça quand même, le président de l'US Gorée, M. Augustin Senghor, les avait prévenus. On va tirer une très bonne leçon sur l'élimination. Dorénavant, quand on représentera le Sénégal, on va tout faire pour gagner à domicile, pour essayer de faire un bon résultat à l'extérieur. Mais c'est qu'on a arrêté le coach, comme vous l'avez dit, depuis le match aller. Hein, parce que quand même, au match aller, au niveau de la première mi-temps, c'est là-bas où vraiment l'équipe était trop en bas. Déjà, quand tu reçois à domicile, ce qui est primordial, c'est d'être d'attaque, pour au moins faire douter l'adversaire. Mais nous, on s'est ressaisi heureusement en deuxième mi-temps. Quand on a commencé à attaquer, au moins on avait des occasions de but. On les a vendangées
en tenant 5, ça nous a porté préjudice au niveau du match retour. Par rapport à la ressource humaine, je dis bien, hein, je ne parle même pas du côté logistique ou des trucs comme ça, mais imagine-toi une équipe qui vivote pour s'entraîner et que tu veux quand même attaquer vraiment, je veux dire, l'instance faîtière de l'élite africaine, quand même, il ne faut pas se leurrer. Hein. Oublier les compétitions africaines, place maintenant à l'objectif de cette saison, finir parmi les leaders pour éviter le syndrome de l'AS Pikine et de l'AS Douane. C'est très dur d'être sur cette position-là, mais c'est comme ça aussi le football, il y a des hauts et des bas. L'année dernière, on n'était pas là à ce niveau-là. Moi, je pense qu'il faut qu'on continue à travailler aussi, à être plus réaliste devant les buts. Je pense que ça va venir, Inch'Allah. 0 but partout, le score du choc des Africains ou des éliminés des compétitions africaines. NGB US Gorée 0-0. Ça va par contre mieux pour les Crabes de Guédiawaye FC. Ils ont pris le dessus sur le Teungueth FC dans une rencontre où le seul but a été inscrit par Moïse Wade après une énorme bourde du gardien Mamadou Kandouf. Les joueurs de Guédiawaye ont dominé sans corser l'addition, alors que du côté du TFC, les résultats tardent à venir malgré l'arrivée du coach Lamine Dian que nous écoutons au micro en même temps que Cheikh Gueye du Guédiawaye Football Club. On savait bien que Teungueth va venir avec un géant trop bas en sortant le ballon à 3 et nous on le savait et on avait mis une place, une sorte de pressing en haut pour éviter qu'ils sortent facilement le ballon. Et cela fait aussi que nous, à chaque fois qu'on a le ballon, on a essayé de circuler le ballon, de jouer sur les côtés parce que c'était une équipe qu'on savait que sur les côtés, c'était pas aussi ça. Et on a aussi vu que le but est venu sur pressing comme on l'avait vraiment préparé durant la semaine. Donc on peut dire que ce match on l'a gagné parce qu'on avait bien mis en place un système vraiment de pressing. C'est normal, je pense que dans un championnat, il y a tous les matchs sont importants et cette victoire est la bienvenue vu la défaite de l'autre jour. Je pense que ça sera une victoire qui donnera de l'élan à l'équipe. Un peu frustré quand même quelque part au moment où on était dans une très très bonne phase positive après avoir raté 2 possibilités de scorer. Mais c'est aussi le sport, hein, avec ses aléas. On pourra toujours compter avec une faiblesse momentanée d'un joueur ou de 2 joueurs. Et c'est ce qui nous est arrivé aujourd'hui. Mais quelque part, on a le sentiment d'une symphonie inachevée. Parce qu'en deuxième mi-temps, il faut nous le concéder. Nous avons pratiquement joué sinon, on a quelque part dominé l'adversaire. Parce que quand on a rectifié en deuxième mi-temps, parce qu'il faut aussi leur concéder. En premier mi-temps, ils nous ont un peu trimballé compte tenu des mauvais placements et des mauvais déplacements. Bon, mais en deuxième mi-temps, on a corrigé. Vous avez vu, on s'est créé des occasions de scorer. Malheureusement, la lucidité n'est pas la chose la mieux partagée chez les joueurs sénégalais. Ligue 1 toujours, mais cette fois-ci côté coulisses du côté du Niambour, les sanctions sont tombées sur le club lougatois. Match perdu par forfait avec 0 points. Le club doit payer une amende de 250 000 francs CFA dans un délai de 2 mois. Gaston Mang également condamné à payer une amende de 100 000 francs CFA. Les lougatois qui paient l'envahissement du terrain par leurs supporters lors du match de la 9e journée entre Niambour et Génération Foot. Des sanctions qui font réagir le président de la commission de l'ASAC Niambour, Mbaye Gueye, qui dénonce des décisions arbitraires au micro de Tchernofal. Je vous dis, on est vraiment très surpris du PV de la Ligue de football parce qu'on attendait, nous dirigeants de Niambour, que le match soit rejoué parce qu'il n'y avait pas d'incident, il n'y avait même pas ni envahissement du terrain. C'est l'arbitre qui a pris sa décision d'arrêter le match après une multiplication avec les délégués, les commissaires, même le délégué fédéral, même le délégué de la Ligue avait dit qu'on peut jouer ce match. Mais malheureusement, l'arbitre n'a pas voulu suivre sa décision. Il a préféré arrêter le match et rentrer. Mais ce qui s'est passé ce jour-là, il n'y a pas d'incident, il n'y a pas d'envahissement du terrain. C'est pourquoi le Niambour est très surpris de la décision de la Ligue de football. C'est pourquoi en recevant le PV aussi, on a fait appel. C'est anormal, en nous sanctionnant, je crois que c'est dommage, c'est regrettable dans le football que nous sommes. Et le Niambour ne mérite pas ça une fois de plus. Le président Gaston ne mérite pas ça. Je crois qu'ils sont des problèmes, il faut que ça avec Gaston et laisser le Niambour tranquillement. Parce que le sport, c'est le sport, le football, c'est le football.
Voilà, donc réaction du côté du Ndiambour. On va à présent vous décliner les résultats de cette 12e journée au complet, cher Tidiane. Oui, Bourg-Petite, Côte-Garaf, 0 but partout. US Wakam, Linger, match nul. 1 but partout. US Gorée, NGB, match nul. Vierge, 0 partout. Djambar, Casa Sport, match nul également. 1 but partout. Génération Foot qui en profite en s'imposant devant la Douane 4-1. Défaite de Teungueth FC devant le GFC 1-0. Et puis Ndiambour, Stade de Bourg, victoire des Ndiambour 1-0. Au classement, Génération Foot leader avec 24 points, suivi de Djambar 21 points. Troisième, GFC 20 points en bas de tableau, les deux relégables du moment. Ndiambour 13e avec 11 points. Et puis Gorée 14e avec 9 points. Voilà, la Ligue 2, c'est l'affaire de Malal Junior. Oui, pour ce classement, donc après la 12e journée, nous notons le match nul blanc entre Diamono et Sonacos 0 but partout, Ndarguej contre Etix 1 but partout. Même score entre Kayor Foot Pro et Yego 1 but partout. Africa Promo Foot a battu la Pikin sur la marque d'1 but à 0. Le Duc a pris le meilleur sur l'Olympique de Ngor 2-1, alors que le Port a battu la Renaissance de Dakar par 3 buts à 0. À noter donc au classement, Dakar Sacré-Cœur qui est leader avec 21 points, AS Pikin deuxième avec 20 points, Africa Promo troisième avec 20 points également. En bas de classement, on retrouve les Tix 9 points et l'équipe d'Embarguet avec 8 unités au compteur. Nous parlons beach soccer à présent. C'est demain que les Lions connaîtront leur adversaire à la prochaine Coupe du Monde prévue, vous le savez, en avril aux Bahamas. Une équipe en regroupement depuis 3 semaines et qui va jouer plusieurs matchs amicaux durant ce mois de mars. Le groupe de Ngalasila, désormais amputé de Jean Koukpaki, exclu pour une sortie jugée inopportune dans la presse en sujet de Momodou Ndiaye, par Farening, des images de Youssou Baro. La tête déjà aux Bahamas, les Lions de beach soccer en regroupement depuis 3 semaines préparent activement leur mondial prévu au mois d'avril prochain. Cette première partie bouclée, il faut désormais se projeter sur les matchs amicaux. Esprit boobu moo fi nekk ba léegi donc continuité rek lay doon parce que xam nañ li ñu xaar ci coupe du monde bi parce que objectif bi ñu fixé wu ci coupe du monde bi gars yi xam nañ ko donc demi-finale la ñu wax donc ñu ngi ci liggéey boobu noonu pour atteindre suñu objectif inchallah quoi xam nañ ne du doon lu yomb mais bon parce que li ci coupe d'Afrique bo du ci coupe du monde quoi donc il faut que nga préparer wu bu baax donc il nous faudra une bonne préparation pour atteindre nos objectifs te fu mu nekk nii bon ñu ngi ci yoon boobu quoi instant bii nii. On est satisfait mais bon comme on le dit nous en tant qu'entraîneur on n'est jamais satisfait parce que vous savez il ne faut pas qu'on se trompe d'objectif encore une fois pour se frotter avec les meilleurs il faut mettre des moyens. L'objectif qu'on nous a assigné la fois passée, on nous avait dit qu'il fallait qualifier à la Coupe du Monde et maintenant, une fois à la Coupe du Monde, il faut essayer être parmi les 4 grands. Mais je l'ai dit, pour être parmi les 4 grands aussi, ça ne peut pas être à court terme, peut-être peut être à long terme. Mais pour l'instant, on est en train de travailler sur ça. Si ce n'est pas cette année, on peut l'avoir l'année prochaine. Mais bon, espérons que cette année, on va être parmi les 4 grands parce qu'on sait très bien que cette année, on est en train de mettre les moyens pour être parmi les 4 grands. Une équipe du Sénégal qui désormais devra faire sans le meilleur buteur africain du foot de la plage, Pape Jean Koupaki, d'abord présélectionné par Ngale Silla. Le Wakamwa est par la suite exclu de la sélection. Les dirigeants n'ont pas apprécié la sortie du joueur dans la presse et qui déploraient le manque de considération dont sont victimes les joueurs de beach soccer. Par rapport à son expérience, il peut peut-être nous apporter quelque chose, mais ce n'est pas un élément clé du groupe, que ce soit Koupaki ou pas. Donc nous, on part. De toute façon, moi, mon rôle, je le fais. Je ne vais pas le dénoncer de gauche à droite. Bon, le directeur technique, actuellement, il est parti en Zambie avec les U20. Donc j'attends son retour pour des négociations parce que c'est lui seul mon interlocuteur. Et pour l'instant, je ne peux pas parler ni à gauche ni à droite. À la Fédé, j'attends donc le directeur technique et après, il va nous édifier sur ça. Les Lions doivent effectuer 2 matchs amicaux le 12 mars prochain au Maroc. 2 autres matchs contre la France et la Suisse sont aussi inscrits au programme. Le Sénégal qui attend connaître ses adversaires ce mardi 28 février. Le tirage au sort pour déterminer la composition des poules se tiendra demain aux Bahamas en présence d'Ibrahima Ndiaye Chita, manager général de l'équipe nationale du Sénégal de beach soccer.
En attendant ce tirage, ce sont avec ces joueurs que Ngala Sylla va poursuivre sa préparation avec un regroupement fermé de 7 jours entamé ce lundi et puis un départ pour Casablanca afin d'y avoir 2 matchs amicaux contre le Maroc. Pour boucler cette page foot, l'actu du foot européen. L'actu du foot européen marqué par le Classico en France, en Classico à sens unique en Espagne. Il y avait des chocs également entre Barcelonais et Madrilènes. On fait le point avec Pape Farani. Un week-end de Classico en France, l'affiche entre le PSG et l'OM était attendue et finalement ce fut un match à sens unique. Victoire des Parisiens pour ce qui constitue la plus grosse victoire du PSG à Marseille. Une victoire qui permet au Paris Saint-Germain de revenir à 3 points de Monaco, vainqueur de Genga 2-1. Nice, 3e au classement, a battu Montpellier 2-1. En Espagne, c'était aussi une histoire de choc. 2 matchs qui ont tenu toutes leurs promesses. Le Barça en déplacement sur la pelouse de l'Atlético Madrid s'impose 2-1 grâce à Messi et Rafinha. Le Real Madrid, mené 2-0 à l'heure de jeu, s'impose finalement 3-2. Des buts signés Bale, Ronaldo et Morata. En Italie, la Juve, toujours aussi intraitable en 2017. La vieille dame s'est imposée 2-0 face à Empoli. La Roma s'impose 3-1 sur la pelouse de l'Inter. Victoire du Milan AC en déplacement 1-0 à Sassuolo. En Allemagne, c'était le festival du Bayern, vainqueur de Hambourg 8-0. Leipzig, 2e de son côté, bat Cologne 3-1. Le Borussia, de son côté, a battu Fribourg 3-0. En Angleterre, Chelsea prend provisoirement 10 points d'avance sur Tottenham. Les Londoniens ont battu Swansea 3-1. Le derby de Manchester n'a pas eu lieu car United disputait la finale de la League Cup. Ce sont les protégés de Mourinho qui s'imposent 3-2 face à Southampton. Le basketball à présent avec l'équipe nationale du Sénégal qui prépare le tournoi de Bamako. La Fédération sénégalaise de basket a donc annoncé que l'entraîneur Porfirio Fisac de Diego sera donc avec l'équipe nationale pour ces compétitions. L'annonce a été faite par le président de la Fédération sénégalaise de basket, Maître Babacar Ndiaye, qui annonce également la venue des expatriés pour ce tournoi qui va regrouper le Sénégal, le Mali, le Cap-Vert, mais également l'équipe de la Guinée. Maître Babacar Ndiaye avec Cheikh Tidiane Diao et Mardia. Pour l'entraîneur, j'ai même parlé avec son adjoint, parce que c'est l'adjoint qui parle en français. Ce matin, on est en train de voir. D'abord, on s'est mis d'accord sur les termes du contrat pour l'Afrobasket. Donc maintenant, il ne reste qu'à signer. Maintenant, pour le tournoi, est-ce qu'il sera disponible pour le tournoi, oui ou non? C'est aujourd'hui la question qui est en train d'être débattue. Mais en tout cas de cause, on trouvera une formule pour présenter également un bon encadrement technique, aussi bien à Bamako qu'à Dakar. Au niveau de la fédération, nous sommes en train de travailler sur le dossier. Effectivement, nous sommes en train de voir comment faire pour faire venir certains cadres de l'équipe, certains professionnels. Des démarches sont en train d'être faites dans ce sens-là. Mais puisque rien n'est encore définitif, nous sommes en train de négocier. Vous comprenez que je ne puisse pas donner des informations en citant des noms. Mais ce que en fait, je peux dire, c'est qu'au niveau de la fédération, on est en train de voir comment faire vraiment pour mettre en place une bonne équipe compétitive. Voilà, donc les infos et le suspense qui se poursuit plus ou moins, Maguette, sur déjà la présence du sélectionneur titulaire au tournoi de zone 2, on va dire comme c'est une chose peu probable. Oui, moi je pense qu'il faut être honnête peut-être avec... il faut dire que effectivement, le problème qu'on a avec l'entraîneur, c'est-à-dire que l'entraîneur, il a déjà un contrat avec un club
espagnol. Donc, et je pense que nous travaillons avec lui sous forme de pige. Et là, c'est pendant l'été. Il peut être disponible pour le Sénégal pendant l'été. Il ne peut pas être sous contrat avec le Sénégal à pareil moment et avoir son club à entraîner qui est en pleine compétition. C'est ce problème qu'on a avec lui. C'est pourquoi donc jusqu'à présent, on a essayé de travailler ensemble pour voir. D'abord, il y a son adjoint, Stéphane Dumas, qui est avec lui. Qui travaille avec lui dans le club ou dans le club aussi en Espagne? Dans le club en Espagne, qui peut être là, à coup sûr. Et il y a Dame, l'autre adjoint que nous avons aussi mis en place. En plus, nous avons fait appel à un autre, Madiène, pour qu'ensemble, et les trois puissent travailler. Mais comment travailler? C'est sur un programme aussi établi par l'entraîneur. C'est-à-dire que tout le programme a été établi, concocté par l'entraîneur principal. Dans ce cas, il travaille gratuitement, plus ou moins, puisqu'il est supposé être en pige avec vous durant l'été, mais c'est lui qui concocte le programme à distance et qui l'envoie à ses adjoints. Oui, là c'est vrai. Bon, je ne sais pas s'il travaille gratuitement, mais aussi parce que s'il veut, comment dirais-je, prendre l'équipe pendant l'été, il faudrait que l'équipe se qualifie. Donc je ne pense pas qu'il est obligé de travailler avec son adjoint. Il y a son adjoint qui va travailler et ça va pas être gratuit. Moi, je pense qu'il va être là pour la préparation. Même lui, il sera là. Il sera là, peut-être pour une durée bien déterminée. Oui, mais coach, beaucoup de choses ont changé quand même dans le basket mondial avec des systèmes d'éliminatoires qui vont se jouer. Vous avez parlé de contrats pendant l'été. Maintenant, on sait que le basket va se jouer durant toute la saison avec le système des éliminatoires. Et là, déjà, il y a le tournoi de la zone 2 qui se profile à l'horizon. Mais est-ce que vous aviez prévu cela en signant l'entraîneur espagnol? Et comment se sortir de cette situation si l'on sait que si le Sénégal passe pour la Coupe du Monde, il faudra carrément un entraîneur titulaire et présent tout le temps? Oui, vous savez, donc on signe pour l'Afrobasket. Ça, c'est vrai. Mais comme vous le dites, effectivement, il y a un changement. Parce que si on se qualifie, il y a les phases préliminaires pour la Coupe du Monde, qui va se jouer comme ça se fait au niveau du football. C'est par des fenêtres durant de 2017 jusqu'à 2019. Et on aura autant de fenêtres et on va jouer des matchs en aller et retour. Donc il nous faut un entraîneur qui est permanent. Ça, il nous le faut. Tout à fait. Et c'est vrai, on ne peut plus prendre un pigiste. Et là, je pense que la fédération est en train de réfléchir et voir comment régler ce problème-là. Est-ce que là aussi, vous savez, un entraîneur permanent, s'il faut prendre un entraîneur de qualité déjà à notre vie, bon, vraiment, cela demande des moyens. Mais il faut donc réfléchir parce qu'il nous faut cet entraîneur permanent qui sera là et qui va travailler avec l'équipe. Mais, bon, oui. Détel, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui pousse le Sénégal à avoir un entraîneur qui vient par pige? Pourquoi vous n'avez pas un entraîneur qui est là, qui travaille? Pourquoi vous avez décidé de faire des piges? C'est un problème de moyens? C'est un problème d'hommes disponibles? Non, ce n'est pas un problème de moyens. Effectivement, un problème de moyens. Mais c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez trouver un entraîneur déjà à un niveau acceptable, surtout quand au moment où vous cherchez un entraîneur, il nous fallait peut-être trouver un entraîneur qui a un très bon niveau. Mais vous savez, en basket, les entraîneurs qui ont de très bon niveau ont souvent des clubs. C'est le cas même avec l'équipe de France. L'équipe de France, vous avez vu, avec l'équipe de France, et vous voyez, Vincent Collet, il a son équipe. C'est presque partout. Hein. Et là, je pense que, puisque les championnats d'Afrique s'inscrivaient dans la période de l'été où les entraîneurs n'avaient plus de club, les gens ont opté pour cette qualification-là. Mais ce qui est sûr, avec la nouvelle réglementation, avec le changement au niveau des compétitions sur le plan mondial, presque dans toutes les équipes nationales sont obligées maintenant d'avoir des entraîneurs permanents.
On va, c'est vrai, parce qu'on ne peut plus avoir, parce que l'entraîneur va travailler durant toute l'année, mais s'il faut avoir un entraîneur qualifié, il faut mettre les moyens, ça c'est vrai, et pour trouver un bon entraîneur, que ce soit maintenant, ça peut être un entraîneur sur le plan, ça peut être un expatrié, comme même si c'est un entraîneur local, justement. il faudrait qu'il soit un entraîneur permanent. Voilà, parce que moi, en fait, parce que là, par exemple, il faut qu'il soit un entraîneur permanent qui n'aura plus de club. Voilà. Oui, mais même sur le plan local, on sait que lorsque vous êtes venu, vous avez dit que vous recherchez un entraîneur de dimension mondiale. Et vous êtes parti retrouver Porfirio. Mais pour trouver un entraîneur local, c'est extrêmement difficile quand même. Et puis, vous dites, ça demande des moyens, puisque est-ce que le Sénégal peut se payer de luxe d'avoir un entraîneur de basket de haut niveau qui ne serait pas pigiste? Donc, vous savez, bon, quand nous sommes venus, on a trouvé une situation assez spéciale. À pareil moment, moi je pense que pour régler la situation-là, il fallait trouver un entraîneur expatrié. Déjà parce que, bon, on avait vu... Quelque part aussi, vous avez tenu coûte que coûte à changer de coach aussi. Parce qu'on sait que c'est Chassard qui était à la tête de l'équipe. Voilà. Donc, parce qu'il fallait trouver quelqu'un qui pouvait prendre l'équipe. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas sur place, parce que c'était une situation que nous avons trouvée sur place, qu'il fallait trouver. Mais le Sénégal peut avoir la possibilité de trouver un entraîneur local qui peut prendre l'équipe. Moi, je pense que... Qui a un très bon niveau. Mais il y en a. Sans vouloir faire d'insulte non, il y en a. Moi, je vous dis qu'il y en a. Bon, et là, je pense qu'il faudrait que peut-être maintenant, et voir. Et c'est vrai que cela demandera des moyens, mais je crois que, et les entraîneurs, ils peuvent aller et revenir. Parce que je vous dis que, on n'a pas dit que Cheikh ne peut pas revenir, on n'a pas dit que les autres ne peuvent pas entraîner l'équipe, parce que c'est à un moment donné, il fallait peut-être mais il peut tout de suite. Moi, je pense qu'il peut revenir, quelqu'un d'autre peut revenir. Donc, on a des entraîneurs qu'il faut prendre notre équipe nationale. Béthène, tout à l'heure, vous avez souligné un point important, et c'est là où on va justement un peu orienter le débat, c'est déjà cette qualification qui est obligatoire pour aller à l'Afrobasket, sinon Porfirio, sa présence ne nous servira plus à rien. Et donc du coup, il faut travailler et ça commence dès à présent. Oui, l'équipe nationale masculine de basket en regroupement externe. Depuis 2 semaines, les Lions préparent ces tournois de la zone 2 de FIBA Afrique, dont la manche aller se tient entre les 17 et 19 mars prochains à Bamako. La manche retour se jouera ici à Dakar entre le 24 et 26 mars. Les séances d'entraînement sont actuellement dirigées par Dame Gueye, entraîneur adjoint. En l'absence de Porfirio Fissac de Diego, Mamadou Ndiaye et Pape Fall ont assisté à une séance de leur entraînement. Ils sont 14 Lions présélectionnés pour préparer le tournoi de la zone 2. En l'absence du coach principal, l'Espagnol Porfirio Fissac, c'est son adjoint Dame Gueye qui assure l'intérim. Depuis 2 semaines, le travail est axé sur la mise en place des systèmes de jeu. Les joueurs sont motivés, ils sont concentrés, ils se donnent à fond. Ce qu'on est en train de faire là, c'est le programme de Porfirio. Donc c'est le contenu tactique qu'on avait fait lors des Tekio. Donc c'est ce qu'on est en train de faire avec ces jeunes-là. Donc tous ces jours-là n'étaient pas dans le camp d'entraînement de Porfi. Donc ils ne sont pas encore en mesure de jouer les systèmes qu'on jouait. Maintenant, notre objectif, c'est qu'ils assimilent cela. Premièrement, l'objectif, c'est de qualifier un CAN actuellement. Et on est là en train de se baver tous les jours. Et on est en train là et ça va quoi. Je pense que le coach nous met dans de très bonnes conditions, la direction technique. Et il ne reste seulement que des petits détails qu'on va beaucoup améliorer avant. Actuellement, le groupe est exclusivement constitué des joueurs locaux, mais le staff compte renforcer l'effectif avec des expatriés. On est en train de faire le maximum pour avoir la meilleure équipe possible. Moi, je dis que c'est une étape qui est très importante. Parce que qui dit qualification, dit il faut partir pour avoir tous nos expatriés. Pour participer au prochain Afrobasket, les Lions du Sénégal devront passer par le tournoi de la zone 2, qu'ils disputeront en compagnie du Mali, de la Guinée-Conakry et du Cap-Vert. Un tournoi qui se jouera entre Bamako et Dakar ce mois de mars.
Voilà, encore un autre suspense, hein, c'est autour de l'arrivée quand même de ces expatriés. Vous avez été relativement flou, tout comme le président de la Fédération sénégalaise de basketball. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous avez des garanties sur l'arrivée d'un certain nombre d'expatriés? Et vous savez, effectivement, on a été un peu flou parce que jusqu'à présent, il faudrait que ces joueurs confirment. Et ce n'est pas aisé que les joueurs puissent confirmer tous donc, leur arrivée. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, pour l'entraîneur, ceci est valable aussi pour les joueurs. Parce que c'est des joueurs déjà qui sont dans des clubs. Et les clubs déjà, pour certains, les clubs ont besoin de ces joueurs-là. Et là, nous avons saisi, dans leur fédération, nous avons saisi la FIBA pour demander leur libération. Donc, pour certains, donc on est... Bon, ils n'ont pas encore confirmé, mais on pense avoir... et pour d'autres aussi... Des réponses favorables. Des réponses favorables. Et pour d'autres, maintenant, on est en train de négocier. Parce que déjà, le club peut nous dire qu'il y a, voilà ceci, et nous, on doit répondre. Donc, c'est des discussions avec les clubs qui insistent, et nous aussi, de notre côté, au niveau de la fédération, on fait ce que, comment dirais-je, la réglementation nous donne. Et là, je pense que, à pareil moment, on ne peut pas vraiment... confirmer l'arrivée. Mais vous en avez visé combien à peu près d'expatriés pour renforcer le groupe? Bon, on a contacté à peu près une quinzaine. Et vous savez, une quinzaine contactée par rapport à leur disponibilité, parce qu'on ne peut pas avoir certainement des joueurs qui sont en NBA. Ouais. Donc là, c'est beaucoup plus difficile, mais les joueurs qui sont en Europe, tout ça, on a mais maintenant, on est en train de négocier pour voir la venue des uns et des autres. Mais justement, Maguette, il y a 2 ans de cela, lorsque la FIBA présentait... le nouveau règlement. On était ensemble à Tunis. Oui. Et ce jour-là, la FIBA avait pris l'engagement de faire libérer les joueurs FIBA. Des joueurs qui jouent dans les compétitions FIBA. Oui. Or, les joueurs NBA, ils disent qu'ils ne peuvent pas les libérer parce que la NBA est beaucoup plus puissante que FIBA. Mais dites-nous donc, où se trouve le problème puisque la FIBA a pris cet engagement? Attention, ce n'est pas la même compétition. La Coupe du Monde, non, la FIBA a dit durant la Coupe du Monde. Durant la Coupe du Monde, les joueurs qui vont être libérés. Ça, c'est sûr. Les éliminatoires compris. Mais la Coupe du Monde est éliminatoire? Non, la Coupe du Monde. C'est-à-dire que les fenêtres, à partir de 2017, en novembre 2017, il y aura les fenêtres. Et là, c'est sûr que les joueurs seront libérés. Les clubs ne peuvent pas retenir les joueurs. D'accord. Maintenant. C'est comme les dates FIFA. C'est comme les dates FIFA. C'est des dates FIBA maintenant. Et même mieux, la FIBA dit que même au niveau des assurances, nous allons prendre en charge les assurances. Mais tel n'est pas le cas ici. Ici, il faut d'abord... C'est un tournoi sous-régional. Il faut négocier leur libération, il faut régler le problème des assurances. Il y a pas mal de choses qu'il faut régler pour que les joueurs puissent venir. En même temps, il y a quand même le spectre de l'élimination. De l'élimination à la dernière CAN, dernier Afrobasket, où on a après dû se contenter d'une wildcard pour pouvoir participer. Aujourd'hui, j'ai compris que si on ne se qualifie pas sur le terrain, on ne pourra pas faire non plus les éliminatoires de la Coupe du Monde. Très bien. Et vous voyez... Donc il y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux. Il faut se qualifier pour l'Afrobasket et il faut se qualifier aussi pour les championnats, pour les championnats du monde. Donc il y a beaucoup d'enjeux pour ce tournoi-là. Donc il faut vous qualifier sur le terrain. Sans quoi le Sénégal va disparaître. Mais est-ce qu'avec vos joueurs locaux, vous pouvez vous qualifier? Quand on sait ce qui s'est passé il y a 2 ans. Non, moi je ne pense pas. Nous, on n'est pas dans l'optique d'aller avec des joueurs locaux seulement. Moi je pense que nous travaillons pour avoir vraiment la meilleure équipe possible. Et je crois qu'on fera, parce que comme vous le savez, il faut se qualifier, il faut se donner les moyens de se qualifier. Moi je pense que la fédération et les ministères, on est en train de vraiment... Au point de vue des négociations, ça bloque à quel niveau? Vous avez contacté 15 joueurs. Ils n'ont pas encore donné de réponse positive. C'est à quel niveau que ça bloque? C'est au niveau des clubs. C'est comme j'ai dit qu'il y a
il y a les compétitions des clubs. Il faut régler ça avec les clubs. Parce que vous savez, bon, donc pour certains joueurs, presque il y a des joueurs qui sont des pigistes. Aussi dans leur club. C'est vrai. Voilà. Et quand tu es pigiste dans un club, et le club peut dire que, écoute, bon, moi, tu peux partir. Hein. Mais quand tu reviens, je ne t'assure pas que. Voilà, c'est des trucs qu'il faut renégocier. Donc, il ne faut pas aussi sacrifier les joueurs. Mais ce qui est sûr, il y a des joueurs, ils sont conscients de ça. Vraiment, ils sont conscients. Concrètement, DTN, vous avez besoin, par exemple, de combien exactement d'expatriés pour mélanger avec ceux qui sont là pour aller à Bamako? Nous avons besoin du maximum d'expatriés. Si nous avons, si vraiment, ça ne rassure pas trop. Si vraiment on pouvait avoir tous les Gorgui Sidiens, les Maurice Dour et tout ça, on aura là. Moi, j'ai besoin de la meilleure équipe possible. Vraiment. Maguette, vous êtes directeur technique national, vous êtes coach. Et ma question, c'est par rapport à la mayonnaise. Souvent, en basket, on voit qu'en équipe nationale, souvent, c'est des regroupements d'un mois, 2 mois. Et là, à une semaine d'une compétition, vous faites venir des professionnels. Est-ce que vous êtes sûr que la mayonnaise va prendre forme? Et est-ce que vous êtes sûr de leur état physique? Qu'est-ce que cela va donner si on les met sur le parquet? Donc, c'est pour vous rassurer. Si vous voyez l'étape que nous avons acquis, nous avons pris les joueurs locaux qui sont là, qui n'avaient pas travaillé avec l'entraîneur. Et on est en train de faire du travail depuis presque 1 mois. On travaille, on essaie de prendre sur les structures et les jeux dégagés par l'entraîneur Porfirio. Pour les mettre à niveau. Pour les mettre à niveau. Tout à fait. Les autres joueurs, c'est des joueurs qui ont travaillé avec Porfirio. Très bien. Les joueurs expatriés qui vont venir, c'est les joueurs qu'on a fait convoquer, qui ont déjà qui ont vraiment la majeure. Donc on peut avoir une idée. Donc on a une idée des joueurs qui ont été. La majeure partie des joueurs. Ciblés. Bon, la majeure partie des joueurs, peut-être, ont déjà travaillé avec Porfirio. Peut-être il se pourra qu'il y aura 2 ou 3 qui n'ont pas cru, mais la majeure partie des joueurs connaissent déjà l'entraîneur. Donc parce qu'ils avaient peut-être fait une préparation avec l'entraîneur. Donc, on est en train de voir. C'est pourquoi donc, nous avons mis en place ce système-là permettant déjà de préparer cette équipe locale sur la façon de jouer avec l'entraîneur, Dame, qui est en train de... Dame Diouf. Dame Diouf, voilà. Donc, avec l'entraîneur Dame, qui est en train de travailler sur ce chantier-là. Maintenant, une fois que les autres vont venir, parce que là, on va voir maintenant... Ils sont attendus à peu près quand? Et après... On va mettre un groupe de 18 joueurs, vraiment, qui vont faire, à partir du 13, qui vont faire un regroupement interne pour aller jouer à Bamako et jouer à... Il vient quand l'Espagnol? Porfirio et son adjoint, ils viennent quand? Porfirio, il ne vient pas a priori. Il a dit qu'il sera là pour la préparation. Il peut venir parce qu'il y a, comme l'a dit le président, il peut venir voir d'abord le niveau du travail. Peut-être il ne va pas durer parce que, comme je vous l'ai dit, il est sous contrat, il peut venir. Mais par contre, l'adjoint, il va être là, il va connaître. C'est l'adjoint qui va diriger l'équipe alors. C'est l'adjoint qui va diriger l'équipe alors. Les 2 adjoints. L'adjoint de Porfirio, c'est lui qui va diriger l'équipe. Il y a lui, Dame et certainement Madiène. Et puis la gestion technique. Loin de moi l'idée d'être pessimiste ou d'être un peu alarmiste, mais on se rend compte quand même au bout de 20 minutes de discussion qu'il y a plus d'incertitudes autour de ce tournoi que de choses acquises. Malgré toute la volonté, le déplacement du président en France pour discuter avec le sélectionneur, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore tout à fait bien définies. Moi, je pense que beaucoup de choses sont définies. D'accord. Donc peut-être on ne peut pas... Déjà, vous avez 14 jours. On ne peut pas rentrer dans les détails comme ça, mais je pense que on est en train de faire le travail qu'il faut pour avoir un certain nombre de joueurs, vraiment. Et surtout, il y a le scouting version Mali. Et les Maliens, je ne sais pas, j'imagine que vous avez quand même un peu d'informations sur les équipes. Bon, le Mali sera peut-être le principal challenger du Sénégal. C'est ça le problème, ils n'ont pas d'informations. Est-ce qu'ils vont faire amener leurs expatriés, le Cap-Vert, la Guinée, Mais bien sûr, ils sont en train de chercher eux aussi. Ils sont faire comme ils sont en train de faire comme vous. D'abord, ils ont un entraîneur français qu'ils ont déjà pris,
donc qui est là, qui est en France en train de chercher des joueurs. Mais bon, vraiment, moi je pense... Bon, c'est la course aux expatriés. Là, c'est vrai que la période, c'est une période qui est très difficile pour les clubs, pour les équipes africaines, parce que pas mal de joueurs sont liés à des clubs et c'est très difficile, difficile. Mais je crois que nous, c'est vrai que cette fois-ci, on s'est pris à temps, parce qu'on a, depuis presque un mois déjà, on a commencé à faire les convocations, à discuter avec les clubs. Donc je pense que bon, il y a quelques détails qu'il faut régler, et d'ici là, peut-être d'ici la fin de la semaine prochaine, donc je pense qu'on n'aura plus de précision sur la venue des joueurs. Très bien. Alors, DTN, restez avec nous. On va parler justement de basket, mais cette fois-ci chez les dames, avec la 3e journée des playoffs qui nous a offert une belle affiche entre Étudiantes de Dakar et celle de Saint-Louis. Au final, le Duc s'est offert le SLBC 64-65 dans un match indécis jusqu'au bout. Morica Fall s'attendait à un match test pour ses protégés qui jouaient un gros morceau pour la première fois de la saison. Du côté des Saint-Louisiens, on nourrit quelques regrets, même s'il y a eu des motifs de satisfaction. Un match auquel ont assisté Chertidiane Diao et Mardia. Un vrai match de play-off entre deux aspirants au titre de champion. L'affiche entre le Dakar Université Club et Saint-Louis Basket Club a tenu toutes ses promesses, tant les deux équipes ne se sont pas lâchées durant tout le match qui s'est soldé par un chassé-croisé interminable. Défaite des Saint-Louisiennes 54-53, la pilule a du mal à passer pour le coach de Saint-Louis Basket Club. En play-off, notre première défaite, une défaite un peu amère, je dis un peu parce qu'on ne jouait pas le match de notre vie. C'était le match de championnat, de deuxième tour. L'objectif était d'engranger le maximum de points et d'avoir un bon classement par rapport à la suite des compétitions. Mais les dés ont été ces choses faites. Maintenant, on va tirer le vin et continuer à travailler. Il fallait rester constante de la première à la dernière minute. Malheureusement, on a raté trop de paniers faciles. On a tiré, on a essayé, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Ce sont les aléas du sport. Du côté du Dakar Université Club, on voulait un match test. L'entraîneur a été servi. Depuis l'année dernière, on n'a pas rencontré pratiquement les équipes qu'on dit être parmi les meilleures. On a joué beaucoup de matchs qui étaient un peu faciles. Et je respecte les autres clubs, les autres entraîneurs. Mais il fallait voir comment ça va se passer avec Saint-Louis ou d'autres équipes. Pour moi, je suis satisfaite. Parce qu'on a bien répondu. Parce que Saint-Louis Basket court, elles savent courir. Il fallait les arrêter d'abord. Le Duc n'aura pas le temps de se relâcher. L'AS Ville de Dakar se dresse sur son chemin. Ce sera dès samedi prochain. Voilà donc un beau match Malal que vous avez regardé ce samedi avec moi et mon caméraman au stadium Marius Ndiaye et également le DTN, il y était Maguette. Justement, on est en train de parler de l'équipe nationale du Sénégal. On est dans une année afro-basket. Les filles également vont disputer l'afro-basket et le tournoi de la francophonie. Et hier, dans ce match-là, il y avait des internationaux sur le parquet. Alors, comment jugez-vous le niveau? Est-ce que ce match a répondu à vos attentes, à un vrai match de play-off? Oui, vous savez, j'ai eu le match, effectivement, nous l'avons tous suivi. Donc, on a eu, puisqu'il y avait déjà le match entre deux équipes qui se connaissent déjà, je pense que Saint-Louis et Duc, souvent, c'est une belle affiche. Donc, nous, de notre côté, nous avons cherché à voir déjà, en ce qui nous concerne, comme détective national, déjà, pour voir la qualité du jeu. C'est vrai qu'il y a eu un certain moment, même Saint-Louis, à un certain moment, avait bien joué. En face, quand Duc a changé de défense, ça les a perturbés. Ouais. Donc, effectivement, je pense que Morica a su vraiment, peut-être à ce moment-là, voir là où il fallait arrêter la rapidité du jeu et de l'équipe saint-louisienne. Bon, de l'autre côté aussi, Saint-Louis, tout le monde connaît que c'est des jeunes qui jouent vite et qui sont très agressifs au niveau de la défense. Ça a aussi gêné à un certain moment le Duc. Donc, bon, en fin de compte, peut-être Saint-Louis est revenu encore sur le Duc et pouvait même gagner
avec la dernière balle. Donc ils voient, donc c'est un match qui s'est joué entre les deux. Mais moi, ce qui m'intéressait déjà, comme tu dis que nous avons nos équipes nationales qui sont en lice, et surtout, moi, c'est l'équipe qu'on doit mettre sur place pour la francophonie. C'est une équipe de U25 et que nous devons mettre en place et qu'il fallait bien voir, surtout du côté des jeunes, et voir leur réaction. Et là, je pense que c'était intéressant de voir certaines choses, surtout à côté sur Saint-Louis Basket, comme le match de Jaraaf à Villa Dakar, voir ces jeunes-là et peut-être avoir une idée sur la qualité du jeu, la qualité de ces choses-là. Et justement, en tant que directeur technique national, quand même, ça doit vous plaire, ce travail qui se fait à Saint-Louis. C'est une équipe qui perd souvent des cadres et après qui se renouvelle avec de jeunes joueuses qui sont très talentueuses. Mais ça, moi je dis que le travail qui se fait depuis très longtemps, ça ne date pas de... Et maintenant, je connais bien Saint-Louis pour voir comment Saint-Louis a travaillé. Depuis Maïgui, en passant par Moussa Touré, en passant par tout ça, j'ai vu l'évolution et le centre de formation aujourd'hui. Et vous voyez, il y a des entraîneurs qui sont là-bas, des formateurs comme Moustapha Sall qui sont toujours là. Moi, je pense que c'est une... bon, Saint-Louis a toujours travaillé au niveau des jeunes. Saint-Louis a toujours eu une pépinière de basketball. Donc maintenant, c'est un travail qui est continu. Donc cela aussi, ça ne fait que... comment dirais-je, alimenter, et le potentiel de notre basketball sénégalais. Donc moi je dis que, et là, c'est une bonne chose. Aujourd'hui aussi, il faut noter qu'il y a l'émergence de certains clubs et certaines villes qui essayent aussi d'aller dans la formation. Donc il faut le saluer et voir comment cela peut pousser et pour qu'on puisse renouveler. Comment dirais-je, notre effectif. Ouais. Moi, je pense que... Mais au niveau de la DTN, Maguette, qu'est-ce que vous êtes en train de faire depuis que vous êtes là pour la formation de la petite catégorie? On sait que vous avez beaucoup insisté pendant votre campagne pour prendre les rênes sur la formation de la petite catégorie. Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous êtes là? Mais concrètement, on a fait... Vous tous, vous avez suivi le tournoi que nous avons mis, un tournoi national et des jeunes, où vraiment plus de 300 jeunes ont été regroupés pendant presque une semaine. Et que nous avons fait ce tournoi-là. Et à l'issue de ce tournoi-là, nous avons pu regrouper un certain nombre de jeunes, 30 garçons et 30 filles qui ont été détectés. Et aujourd'hui, on est en train de faire un fichier pour que ces jeunes-là détectés puissent avoir un suivi et pour mettre en place, dans le futur, nos équipes nationales et des jeunes. C'est un travail qu'il faut continuer. Et c'est vrai que nous l'avons entamé déjà par ce tournoi pour faire la détection. Et après ce tournoi-là, il y aura une autre phase qui nous permettra d'abord d'avoir le suivi et ensuite de voir, parce que certainement nous n'avons pas vu tout le monde. Certainement nous avons vu une partie, il reste encore une autre partie qu'il faut devoir. Donc il y a tout un programme qui est là, mais concrètement je dis que nous sommes là, je dis que nous sommes la fédération est engagé pour faire ce travail-là au niveau des jeunes. Mais je me rappelle, le ministre des Sports a mis l'idée de décentraliser la prochaine édition. La prochaine édition, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi je dis que même nous avons la prochaine édition, nous avons l'organisation et les tournois qu'il faut mettre, et nous avons aussi donc des tournois de détection qu'il faut aller faire à l'intérieur pour vraiment voir où se trouvent vraiment ces jeunes-là et faire une bonne détection et pouvoir les amener. Est-ce que vous les appuyez également sur le plan didactique au niveau des centres de formation, des écoles de basket et tout, comme on le fait au football? On voit que la fédération souvent offre des ballons, des plots. Est-ce qu'au basket vous faites pareil? Je sais que la fédération l'année dernière a offert pas mal de ballons, surtout à l'intérieur du Sénégal, au niveau des clubs, tout ça. Le président de la fédération s'est déplacé et est allé vers des clubs. Certes, c'est pas encore significatif, mais on avait déjà fait un premier pas. Pour que maintenant, c'est un geste qu'il faudrait continuer. Donc, on attend d'abord d'avoir d'autres ballons, mais il n'y a pas que des ballons. Moi, je dis qu'il y a le matériel didactique qui est important, mais ce qui est plus important, et pour moi aussi, c'est de pouvoir aller sur place, essayer de les organiser, faire la prospection, essayer de les organiser et mettre en place des structures qui vont les suivre.
Parce que ce que nous avons fait déjà en organisant le tournoi et des jeunes, en faisant une détection, et les jeunes, quand les jeunes joueurs rentrent chez eux, il faudrait que ce travail continue. Et ça, il faudrait qu'on ait encore sur la formation de ces entraîneurs-là, la formation et des jeunes. C'est donc pour cela que depuis l'année dernière, nous avons mis en place un système de formation au niveau du Young Coach qui nous a permis de former tas d'entraîneurs à Saint-Louis déjà, avec Cheikh Sarr qui a organisé un stage de Young Coach, à Thiès, avec Moussa Touré qui a organisé un stage de Young Coach, à Dakar où Tafa va organiser un stage de Young Coach, à Kaolack où Passau a organisé un stage de Young Coach. Pour vous dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir formé ces entraîneurs-là qui vont prendre en charge ces jeunes-là. Moi, je pense qu'on est en train de faire... Bon, parce que nous voulons revenir au niveau des compétitions africaines. Mais quand nous allons revenir, il faudrait qu'on vienne avec des équipes vraiment prêtes, des équipes vraiment qui sont sur le plan administratif, qui sont correctes, en règle, et ensuite sur le plan technique aussi, qui sont bonnes. Voilà. Très bien. Voilà, donc on va boucler cette page basket avec le dernier ticket des playoffs obtenu dans le championnat national masculin. Et c'est l'équipe de l'Union sportive de Ouakam qui a mis la main là-dessus, après sa victoire sur l'US Mboro 66-40, même si du côté de Mermoz Basket Club, autre équipe qui était en compétition pour gagner ce ticket, on râle et on roule dans les brancards. Là également, l'entraîneur Ibrahima Djemé a contesté un peu le choix de l'arbitre désigné qui est de Thiès, alors que Mermoz était en compétition avec l'équipe de Thiès. Toutes ces réactions sont recueillies par Cheikh Tidiane Diao et Mardia. Aussi, on est en colère contre la fédération. Normalement, un match comme ça, on ne doit pas donner un gars de Thiès, tout en sachant que le rail, on lutte contre le rail. Et c'est un arbitre qui quitte le rail, qu'on donne un match, il nous revise un panier, il nous tue des fautes à la dernière seconde. Et même s'il est honnête, mais c'est très mal vu. Et c'est pas normal. Et ce match-là, on ne devait même pas jouer. On devait jouer à la même heure. Parce que ces deux équipes qui sont là, c'est le rail, et Mermoz qui peuvent se qualifier. Pourquoi Mermoz joue aujourd'hui, Rail joue demain? Même s'il y a Thiès, si à Thiès il y a des problèmes, pourquoi pas on n'a pas mis notre match dimanche? Mais arrête, il faut arrêter ça, c'est pas sérieux. Les arbitres font ce qu'ils veulent, c'est pas normal. À noter donc l'Union sportive de Ouakam rejoint le Dakar University Club, l'AS Douane, l'ASFA, l'équipe de Saint-Louis Basket Club, Louga Basket Club, l'AS Douane et donc l'ASFA pour ces playoffs chez les hommes en Fatou. DTN, merci de nous avoir accompagnés. Dernier mot peut-être? Oui, merci Mme Fatou. Merci vraiment de nous permettre de discuter avec vous de notre programme de préparation. Notre dernier mot souvent, c'est d'abord de préparer surtout ces éliminatoires-là. Je pense que la fédération, le ministère et l'État ne ménagent aucun effort pour nous permettre d'avoir la meilleure équipe possible. Maintenant, je pense que nous sommes en train de faire le travail. Bon, là, c'est quand même difficile. On croise les doigts pour que les choses se passent bien. Oui, voilà, c'est surtout prions que vraiment que nous aurons la meilleure équipe possible. Et surtout essayer d'être en vie avant le retour à Dakar pour que quand même les gens puissent venir au stade et supporter vraiment cette équipe du Sénégal. Voilà, surtout c'est d'abord faire une bonne prestation à Bamako, ce que nous voulons. C'est vrai que nous avons des équipes déjà comme le Mali qui joue sur son terrain et le Cap-Vert qui a été intégré. N'oubliez pas que le Cap-Vert ne voulait pas participer. Mais c'est les joueurs qui se sont concertés, qui se sont dit que non, pourquoi pas, et qu'on s'engage. C'est les joueurs cap-verdiens qui ont pris la décision de voir avec leur État, de voir avec les ministères, de dire que nous, on va s'engager. La fédération ne voulait pas, mais les joueurs ont poussé la fédération à changer de la vie. Voilà. Ça veut dire qu'ils sont motivés. Donc, sont motivés. Très bien. En tout cas, il y aura beaucoup de derbies, Sénégal-Cap-Vert, Sénégal-Mali, donc Sénégal-Guinée. Donc, a priori, ce sera vraiment des empoignades assez chaudes, mais on espère évidemment que le Sénégal, sur le terrain, va pouvoir se qualifier. Pour vous accompagner, on vous propose les arts martiaux, le judo
judo, cher Tidiane? La Fédération sénégalaise de judo et discipline associée qui a délocalisé ce week-end les championnats nationaux cadets et juniors accueillis par la région de Diourbel. Occasion pour nous d'apprendre à mieux connaître le directeur du stade Elimane El Fall de Diourbel, 4e dan de judo, ancien entraîneur de l'équipe nationale féminine. Son portrait avec Marianne Sivadio. Le stade Elimane El Fall de Diourbel a accueilli ce samedi les championnats nationaux cadets et juniors de judo. Prétexte choisi pour nous intéresser au directeur du dit stade, également pratiquant de cette discipline. Maître Cheikh Sadibou Ndiaye, ceinture noire 4e dan, chef de service régional des sports de Diourbel, directeur du stade Elimane El Fall de Diourbel, directeur technique du Dakar University Club et membre du comité directeur de la Fédération sénégalaise de judo. Fils de Maître Jacques Ndiaye, ancien champion d'Afrique de judo et ancien entraîneur national, Cheikh Sadibou Ndiaye a commencé le judo à l'âge de 3 ans. Je suis champion du Sénégal cadet, junior, senior plusieurs fois. Je suis champion du Sénégal senior 4 ou 5 fois. Champion du Sénégal cadet 2 fois, junior 2 fois. Donc je suis passé entraîneur de l'équipe universitaire, préparateur physique des équipes nationales, puis on m'a amené entraîneur de l'équipe nationale junior, cadet junior. Après je suis monté avec les seniors dames pendant 2 ans, où j'ai arrêté l'année dernière. J'ai eu à officier en tant qu'arbitre depuis 2004-2005. Sur sa carrière internationale, j'ai fait beaucoup de compétitions internationales, machallah. J'ai fait les championnats d'Afrique, j'ai participé à des championnats d'Afrique universitaires, à des championnats du monde universitaire. Je suis vice-champion d'Afrique universitaire en équipe individuelle. Le combat qui m'a marqué le plus, c'était contre Ala Idriss en 2008, lors du tournoi international de Saint-Louis. Il était venu, il avait fait 3 combats, 3 compétitions, 3 tournois. Il était venu, moi c'était ma première compétition, mon premier combat. On s'est croisés, on a fait 10 minutes et je l'ai battu. Et cette même année, en 2009, je crois bien, je ne suis pas parti au championnat d'Afrique. Quand il est parti, il a demandé si j'étais venu. Et cette même année-là, il a été champion d'Afrique. 2011, c'était ma dernière compétition. Malgré un emploi du temps chargé, Maître Sadibou continue de pratiquer le judo. Ce n'est pas difficile, c'est très simple. Parce que le judo, c'est un comportement. La philosophie du judo, c'est un comportement de tous les jours et de tout le temps. Le matin, je suis au bureau comme inspecteur régional, comme chef de service régional. L'après-midi, je suis au stade comme directeur du stade. Et entre-temps, vers 18h, je prends mon kimono, je me rends au lycée de Ndayan, faire du judo avec les élèves qui sont là-bas. Et j'ai une vie très, machallah, organisée à cause du judo, encore une fois. Les championnats nationaux cadets et juniors organisés à Diourbel, une réussite. Cheikh Sadibou Ndiaye se dit satisfait de l'initiative de la fédération de décentraliser les compétitions. Voilà, l'équipe de sport au complet à présent avec Mamadou Ndiaye et Madio Père pour les buzz du web et la chronique hippisme. Messieurs, bonsoir. Bonsoir Fatou, bonsoir téléspectateurs, bonsoir Malal, bonsoir chef. Bonsoir. Bienvenue. Madio, ñu ngi lay nuyu. Fatou nuyu naa la. di nuyu Malal Zio Diagne, di nuyu Setia Diaw. Très bien, on va commencer par des nouvelles qui ne font pas tout le temps plaisir. C'est ce fameux classico entre l'OM et le PSG. Qui ne font pas tout le temps plaisir. Ça ne fait pas plaisir aux Marseillais. Bon, voilà, je me mets à leur place, vous comprenez un peu. Donc, avec l'actu des réseaux sociaux, évidemment, dominé par ce classico. Effectivement, une prolongation du match, c'était en dehors des terrains, surtout c'était sur Canal+. Une scène pour les moins habituels s'est déroulée après la rencontre OM Paris Saint-Germain. Habib Beye, ex-joueur de l'OM, et Paul Le Guen, ancien joueur et ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, ont eu un débat houleux juste après le match. C'était sur Canal+. Je vous propose l'élément. Moi, ce qui m'ennuie, c'est que Paul puisse dire on est des doux rêveurs. Donc je le prends pour moi être un doux rêveur. Il a été entraîneur. J'aurais aimé savoir ce qu'aujourd'hui, quelle analyse il a si demain il est entraîneur de l'Olympique de... Non, mais ce que je veux dire, il dit que c'est pendant 90 minutes, moi j'ai entendu Paris est exceptionnel, ce pari-là on ne peut pas aller chercher. Arrêtez de dire que ce pari-là on ne peut pas aller chercher. Non, c'est pas vrai. Il n'y a qu'une équipe qui a réussi pour l'instant, c'est Monaco
au Parc des Princes. Paris a perdu combien de matchs cette saison? 4. Donc merci. Mais il n'y a ça pas n'a que rien à Monaco. voir. Oui, mais non, ça- mais, mais non, non, mais ce ils que je n'ont veux dire, pas perdu ce que je veux dire, en vous êtes en train de allant. me dire, Ça, vous êtes en c'est train de me l'équipe dire que le match-là, ce Sur les match-là, grands matchs, est ils ont une pas normalité. perdu, hein. Donc pour vous, ce match-là est une normalité. Marseille ne pouvait rien faire. Non, Donc on je dit suis pas un ça. doux rêveur, mais On j'accepte dit d'être pas un ça. doux rêveur et je vais continuer à être un doux rêveur moi, en tout parce cas, que des je matchs dis- comme je dis ça, pas j'en ça, ai joué mais- beaucoup, j'en ai perdu. Et lorsque je perdais 4-1 ou avec ce contenu-là, c'est un match qui pour moi est inacceptable. Après, si vous voulez l'accepter, Non, et tu si dis c'est être pas un la doux même rêveur de chose. penser qu'un Tu milieu dis pas terrain la doit même presser chose. un autre milieu de terrain, Non, tu dis bravo, pas la d'accord. même- Défendez-vous, Paul. Non, rapidement, moi, on m'a demandé depuis le début d'analyser les matchs du Paris Saint-Germain et donc le travail d'Emery. J'ai dit au départ que j'étais sceptique, je trouvais que ça tâtonnait un petit peu. Mais aller prétendre que j'ai critiqué le travail d'Emery pendant 6 mois, c'est absolument faux et injuste. Moi, ce qui m'ennuie, c'est que Paul puisse dire... Et je pense que ça s'est poursuivi encore aujourd'hui. Ce n'est pas prêt de s'arranger entre Paul Le Guen et Habib Beye sur donc, la façon de jouer, la façon d'aborder un match, en tout cas, quand on est le PSG ou Marseille. Alors, ce Classico a vu Javier Pastore revenir sur les terrains et surtout donner une jolie passe à Edinson Cavani. Effectivement, souvent blessé, Javier Pastore est toujours capable du coup de génie à l'image de cette passe en première intention pour Edinson Cavani. Regardez. Je sais pas si ça me perd des ballons. Oh là. Oh, quelle passe de Verratti pour Blaise Matuidi. Matuidi pour Lucas. C'est fluide, il y a beaucoup d'espace, c'est vrai, dans les lignes marseillaises. Il y avait hors-jeu. Très bien. Bon. Hors-jeu. C'est magnifique. Bon. En tout cas, il y en avait un qui avait prédit à 2 en seconde période. Donc, 4-0. Donc, Malal, tu avais fait le bon pari. Alors, live Instagram et photos, les joueurs du PSG qui fêtent évidemment leur victoire à Marseille dans les vestiaires. Effectivement, c'était dans les vestiaires du Vélodrome. Les joueurs du Paris Saint-Germain ont immortalisé ce succès historique avec des photos, mais aussi avec des petites danses. Même Serge Aurier a osé refaire le coup du live, mais cette fois-ci pour montrer des scènes de joie. Regardez. Mais toi, t'as pris combien de gens aussi? Mais il y avait tous les gens, ils vont plus là. Regardez. Attendez. On est là. On est là. Lucas, on arrive comme ça. Quantité. Lâche ta moula. J'ai le saut dans l'air. On arrive comme ça. Serge Aurier qui célèbre dans les vestiaires, mais qui devrait peut-être s'inquiéter de l'ascension fulgurante de Thomas Meunier. De Thomas Meunier. Et lui, je pense même, j'ai lu quelque part qu'il était, qu'il voulait Sur le partir. départ. Ouais, qu'il voulait partir du Paris Saint-Germain. C'est vrai que, bon, on s'étonne un peu de le voir sur le banc et ça commence à être récurrent. Alors, on en a fini avec le Classico. On va parler d'un monsieur qui invente le petit pont humain en passant entre les jambes de son adversaire. Son nom, c'est Nate Robinson, le triple vainqueur du concours de dunk. C'est un NBA. Il a fait preuve de créativité. Je vous propose l'élément. He goes through Tavares' legs. Can't finish at the rim and a foul. Nate Robinson through the legs of the 7'2" Tavares, who is coming on the double team. You're not likely to see that very often, folks. Tavares came to close out on the double team, and Robinson ducked underneath his legs. Now that's one advantage for Robinson if you're listed at 5'9". Long. Voilà, quand on est court de taille, il faut faire preuve de créativité. On est d'accord. Alors, on termine avec les vidéos bonus. Oui, cette fois-ci, on va aller découvrir que Stephen Curry, toujours égal à lui-même, il aide une fan à gagner $5 000. Regardez. Merci beaucoup, vous restez avec nous. Alors, c'est au tour de Madiop Père de nous parler de hippisme. Normalement, Madiop, démb amoon na Grand Prix bu mag. waaw moom fàtt na nu ko waxal loo amee démb amoon na Grand Prix Lonase waaye bala ñoo dem ci Grand Prix bi dañuy masawu ki nga xamante ni mooy Bàcc Samba Koura Bàcc Diop dafa amoon benn fas boo xamante ni da ko tudde woon TFM. fas bi dama fa doon def reportage
bi may def reportage naaru góor fekk fas bi juddu mu jël ko tuddee ko TFM fas bi dem nag ren ji la amoon 2 ans pour commencer daw bientôt avril bii la war na commencer daw wala kii bi yàggul dara am na 2 ans. mais fas bi mujj daanu bërki démb ñu woo ma téléphone wax ma ko mu nekk loo xam si lu metti la nekk fas bi nga xamante ni mu jël ko tuddee ko TFM. mu nekkoon loo xam si maa ngi xaar un jour viendra mu daw nekk surprise ci waa TFM yëpp waaye nag loolu la ko yàlla tuddee ma di ko masawu bu baax a baax. defoon na teraanga pour TFM waaye ñu ngi ko naqalu ñun waa TFM yëpp. ci sama tur. man fàtt nag démb ñi ngi amoon course bu rëy fële ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop. nekk fële ci Thiès kaay mu nekkoon course boo xam ne course bu rëy la. nekk Grand Prix Lonase kenn ku ne xam na Lonase moo nekk ci ginnaaw CNG di ko jàppale. ci loo xamante ni ci ndigal le président de la République le président monsieur Macky Sall jaar ci ministre des sports ñëw ci fi nga xamante ni mooy directeur Lonase di ko jàppale mu nekk loo xam si lu am solo la Cheikh Tidiane nag démb mu ànd ak CNG comité bi yépp dawal Grand Prix Lonase xanaa bala ñoo joxe résultat yi dañuy dem ca hippodrome Ndiaw Macodou Diop wala leen ki nga xamante ni moo fa ñëwaloon teewaloon ki nga xamante ni mooy président mooy directeur Lonase nekk ki nga xamante ni mooy Birane Ndaw ak ki nga xamante ni mooy ki nga xamante ni toorfakal la moo topp ci Birane Ndaw ñoo yor communication bi nekk Malick Mbaye ñoom ñëpp ñoo ñëwoon ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop ñu sànni fay kàddu yu am solo mais li gën a am solo ci kàddu yi que mooy dinañ taxaw gunge CNG ba hippodrome yi nga xamante ni moo am France am fépp ci monde bi ñu ñëw indi ko fii Sénégal jàppale ko ba course mel ni mel waaye tamit PMU bi nga xamante ni dina ko jël di ko gérer ci ay fas yi jàmbur dañ fexe ba di ko gérer fii ci suñu fas yi mu nekk loo xam si lu am solo la ma fa tey loolu laay ni ñu déglu ko te ñëwaat ci plateau bi. chaque année te année bu ñëw rek dàq ba ca des ñu ciy profité nag di wane ne ñun ak CNG wax dëgg yàlla ay partenaires lañ ay xarit lañu ñu ngi ànd ak ñoom di liggéey di leen jàppale ci lépp loo xam ne mooy jëmale course kanam loolu nag ñu ngi koy def di ci ànd ak contentement waaye mu ànd itam ak ay instructions yoo xam ne depuis la première autorité du pays en l'occurrence le président de la République fa la ñu joxe instruction yooyu mu jaar ci suñ ministère de l'économie et des finances pour ñu war a mën a jàpp dugal suñ loxo bu baax ci course yi parce que course yi kat mooy li nga xam ne moo tax Lonase nekk parce que ñun li ñuy joué mooy PMU moo ci ëpp doole ñu ngi koy joué ci course yu nekk France kon war nañoo taxaw ba course yi ñuy def Sénégal war a nekk suñ support ci la ñu nekk di ci yëngatu ñaan nañ yàlla balaa yàgg suñ jàppale ak course mën ñu may loolu ñu am ay course yu doy te am ay course yu ñuy def ci année bi yëpp am hippodrome yu baax ba nga xam ne danañ mën a def ay PMH muy pari mutuel sur les hippodromes ñu koy def fii ci Sénégal waaye sax ëllëg ñuy def même pari mutuel urbain fii ci suñu ay courses. li am importance ba am importance mooy relation yi nga xam ni entre CNG course hippique ak Lonase dafa nekk relation yu bu mag te lépp loo xam ni dañ ko mën a def ba mu gën a yokk dinañ ko def directeur général wax na keroog ci signature bi ni dinañ jàppale pour fas yi déjà lépp lu ñu mën a def pour yokk raasu fas yi dinañ ko def mais également dinañu jàppale CNG pour li jëm ci mbiru infrastructure yi hippodrome yi nga xam ne am nañ bitim réew dinañ def lépp ba même hippodrome yi am fii Sénégal te loolu Lonase dina ci dugal loxoom dinañ ko demander président de la République demander ko autorité yëpp pour que ñëpp jox ñu ay ndigal pour ñu jàppale CNG pour ñu am hippodrome yu xam ne yi am France yi am États-Unis yi am ci yeneen dëkk yi donc loolu moom mooy suñu objectif loolu mooy suñu objectif. gis nga moom Fatou mu nekkoon lu xam si lu am solo la nekk Birane Ndaw ak Malick Mbaye ñu ñëw teewal ki nga xamante ni mooy Amadou Samb kan directeur Lonase nga dégg kàddu yi nga xamante ni kàddu yu am solo la ñu wax ko fa nekk loo xam ne si tamit lu course yëpp di rafetlu la parce que tey course li ñuy xaar ci Lonase mooy loolu donc ndaxte Lonase lu fa nekk fas a ko fa def kon war nañoo delloo lépp ci fas te tey wane nañ jëmmal loolu ay maam Fatou ñu ngi fa amoon 6 catégories lañu fa amoon démb première catégorie bi plus de 2 ans yi ñoo ko doon daw ñu ngi doon daw ci distance 1200 mètres bi ñu dawee ba tey ki nga xamante ni moo jël rawagat gi mooy Dalinkoor temps 1 minute 33 secondes deuxième bi Major troisième bi Dardas quatrième bi Darou Sam deuxième course bi groupe 2 ñoo ko doon daw ñu ngi doon daw ci distance 2200 mètres bi ñu dawee ba tey ki nga xamante ni moo jël rawagat gi mooy Duma Yéen temps 2 minutes 58 secondes deuxième bi Burax troisième Trèfle quatrième Tom troisième course ñu ngi doon daw ñoo nekk groupe 1 ñu ngi doon daw ci distance 2200 mètres bi ñu dawee ba tey kii jël rawagat gi mooy Béti Bao temps 2 minutes 56 secondes deuxième Trèfle troisième Daal Khoudoss quatrième Faydou quatrième course bi nag moo nekkoon Grand Prix Lonase ñi ko doon daw ñoo nekk groupe
3 ñu ngi doon daw ci distance su 2650 mètres bi ñu dawee ba teer ki nga xamante ni moo jël raw gàddu gi mooy Dalinkoor temps 3 minutes 51 secondes deuxième bi nekk nga xamante ne mooy Mbar Ngoné troisième bi Miss Baax quatrième bi nekk nga xamante ni mooy Nasrullah cinquième course bi plus de 3 ans ñoo ko doon daw ñu ngi doon daw ci distance su 1650 mètres bi ñu dawee ba teer kii raw gàddu gi mooy Rafet Njort deuxième bi Medina troisième bi troisième bi Tasul Yaakaar quatrième bi Aminata Mari mu nekkoon 5 catégories yi fi amoon ak pur sang yi nga xamante ni ñoo fa doon daw ñu importé leen. loolu moo amoon démb ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop. donc plus de détails demain dans Naaru Góor midi. waaw suba incha allah 13h30 léegi la ñu yóbbu Naaru Góor. léegi dépassé nañ ko parce que dañ ko doon tënc rek. d'accord léegi ñu yóbbu ko 13h30. incha allah Naaru Góor marche waaw. très bien ñu merci nuyu bu baax a baax suñu benn xarit. Vieux Ndiaye nekk suñu xarit lool borom ma sàcc wax la moom fas bi ñuy wax ma sàcc wax la. ok très bien ñu di ko nuyu bu baax a baax. ñu nuyu tamit Youssou Baro ak Youssou Baro. très bien alors Malal yow koy nuyu. Mais juste remercier Elhadj Couture qui est à côté de la RFM pour ces belles chemises qu'il confectionne pour nous pour nos émissions du lundi. Elhadj, merci. Très bien, voilà. Alors monsieur Diao. Oh, merci les équipes techniques. Mardien qui m'a bien aidé ce week-end. Alors, Mamadou Ndiaye. L'équipe technique, on veut le surtout Youssou Baro. Moi je remercie Moussa Sen et El Diouf quand même, qui sont nos monteurs et qui sont vraiment d'une grande aide le week-end. On remercie Atta, qui est une dame et qui est là. Il est 23h30, donc en notre compagnie, en même temps que Youssou, toute l'équipe technique évidemment. Doutsow, le régisseur, le boy Medina, Vieux Diouf, donc à la technique, Tonkara qui est la régie, Baye au son. Et puis on fait un coucou également à Tierno Mandiaye, qui est un féru de basket et qui est en train de nous suivre. Excellente soirée, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et j'espère que la semaine prochaine, on sera au complet, parce que quand on est au complet, c'est beaucoup plus sympa. Allez, au revoir. Merci pour la Connectés à vos émissions préférées avec les passes Internet d'Orange.